France Inter. Slava Ukraine. Україна завжди шукала мирного рішення. J'étais réveillée par une grosse explosion. Je vois deux colonnes de fumée. Slava Ukraine. Героям слава. France Inter, le 18-20. 365 jours de guerre en Ukraine qui ont toute notre attention toute cette semaine dans Un jour dans le monde. Nous verrons ensemble comment c'est le monde qui a changé. À commencer par nous, les Européens qui avons livré des armes, accueilli des candidatures pour nous rejoindre, accueilli aussi des réfugiés. Certains d'entre nous, Européens, avons bouleversé des pans entiers de nos politiques, repensé nos politiques étrangères. Nous savons que ce n'est pas fini. Le premier invité de cette semaine, c'est Charles Michel, le président du Conseil européen. Le bruit du monde est en Ukraine, lui aussi, avec chaque jour un reporter et sa vision de ce pays après un an de vie sous la guerre. Ce soir, c'est Valérie Krova qui nous raconte ce que vivent les habitants de Kozatcha-Lopan, c'est au nord de Kharkiv, libéré des Russes en septembre dernier, mais toujours menacé. Le bruit du monde, la suite. Dans Sous les radars, nous irons chercher l'actualité internationale qui évidemment ne fait pas de pause. Kevin Dufresne nous emmène en Nouvelle-Zélande après le passage du cyclone Gabriel. Au Pérou, où la police est donc accusée de racisme sur les manifestants. Au Japon, où on fait la queue pour dire au revoir à 4 pandas. 18h50, le choc des empires en Russie ce soir, avant le discours annuel de Vladimir Poutine. Vous entendrez des chants patriotiques russes et croyez-moi, il nous envoie des messages assez clairs. 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four qui est à Kiev toute cette semaine et nous dira combien là-bas ce n'est pas un an mais 9 ans de guerre que l'on acte avec en prime aujourd'hui la visite de Joe Biden. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. France Inter, Ukraine, 365 jours de guerre. Fabienne Synthès. Voilà, c'est de nouveau le son qui nous accompagne depuis le 24 février. Une alerte. Il y a des gens qui se précipitent dans le métro. Moi, je reste à la maison. Un extrait des notes vocales de Caroline Gillet avec tous ces Ukrainiens et Ukrainiennes qui restent en contact et que vous avez appris à connaître au fil de cette année. Ici, c'était Lydia, dans les tout premiers jours, Lydia et les autres que nous allons retrouver ici même tout au long de cette semaine. Bonsoir Charles Michel. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil européen avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous. La question que l'on pose toute cette semaine, Monsieur Michel, est de savoir si la guerre a changé le monde. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que oui, l'Europe a changé elle aussi. Iriez-vous jusqu'à dire que cette guerre, désormais, est aussi la nôtre ? Donc je ne dirais pas que c'est notre guerre parce que nous ne sommes pas partis au conflit. Depuis le début, on essaie de soutenir fortement l'Ukraine, mais on ne veut pas provoquer une troisième guerre mondiale, c'est tout à fait clair. On veut au contraire essayer d'encourager le retour à la paix en renforçant la capacité des Ukrainiens à repousser l'agression. Mais vous avez raison, il y a un an exactement, c'est une nouvelle page de l'histoire de l'Europe et du monde qui s'est ouverte. Est-ce que vous dites, vous, que il faut que l'Ukraine gagne cette guerre ou il faut que Poutine perde cette guerre ? On a bien compris ces derniers temps, chez vous comme chez nous, et partout qu'il y avait une vraie nuance entre ces deux phrases. Mais ce que je dis, moi, en tout cas, c'est que la défaite de l'Ukraine ne peut pas être une option, parce que la défaite de l'Ukraine mettrait l'Europe en danger. Et nous sommes absolument convaincus qu'il y a deux piliers qui sont indispensables. Le soutien massif à l'Ukraine, militaire, financier, économique et politique, bien sûr, mais également la fermeté vis-à-vis du Kremlin. Et pour cela, on doit aussi continuer à se battre pour tenter d'isoler le Kremlin sur la scène internationale. Ça n'est pas facile, parce que tous les États dans le monde n'ont pas exactement la même analyse que nous de la situation. Et on le sent bien, on y reviendra d'ailleurs sur peut-être notre regard à nous, Européens, sur ces autres pays-là. Mais puisque vous dites aider et essayer d'affaiblir la Russie, y compris d'un point de vue économique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union se sont réunis aujourd'hui pour avancer un 10e paquet de sanctions. Ce qu'on se demande vraiment, c'est ce qu'il reste à sanctionner pour nous les Européens qui serait encore efficace aujourd'hui. Donc vous avez raison que beaucoup a déjà été fait et ça montre la détermination et l'unité de l'Union européenne et donc chaque nouveau paquet de sanctions est plus difficile puisque l'essentiel a déjà été fait précédemment. Il y a encore des choses à sanctionner ou des personnes à sanctionner, par exemple les propagandistes, ceux qui contribuent à nourrir ce mensonge permanent sur lequel le Kremlin se fonde pour tenter de justifier l'injustifiable. Et nous essayons aussi de toucher encore un certain nombre de secteurs. On doit aussi ajuster régulièrement nos sanctions parce que on mesure bien que nous prenons des décisions et puis un certain nombre d'acteurs s'adaptent. Et donc on doit aussi être dynamique dans notre manière d'essayer de resserrer l'étau sur le Kremlin afin d'enrayer autant que possible la machine de guerre.
Vous disiez, Charles Michel, qu'il faut que l'Ukraine perde n'était pas une option. Pardon, c'est comme ça que vous le disiez. Oui. Et en même temps, quand on regarde les différents pays européens, on a quand même le sentiment qu'on n'est pas tout à fait d'accord pour dire ce que une victoire de l'Ukraine signifie. Une victoire de l'Ukraine, est-ce que pour certains pays, et notamment les pays d'Europe de l'Est, la Pologne et d'autres, c'est de revenir à des frontières initiales qui sont celles d'avant 2014. Est-ce que pour vous aussi, une victoire de l'Ukraine, ça dit ça? Où est-ce que vous la mettez, cette limite? Est-ce que déjà, il faut y songer à cette question? D'abord, c'est certain, c'est que ce sont les Ukrainiens qui sont souverains, qui doivent définir à quel moment ils considèrent que les conditions sont réunies pour une négociation politique qui sera certainement nécessaire à un moment donné. Personne ne peut dire à quel moment. Et puis, il y a une certitude, c'est que nous sommes tout à fait unis, exactement sur la même ligne, les uns et les autres sur le plan européen et avec beaucoup de partenaires dans le monde, pour défendre l'intégrité territoriale de l'Ukraine. L'Ukraine dispose de frontières internationalement reconnues, y compris par la Russie. Et il est certain que ça, c'est un paramètre tout à fait fondamental pour tous ceux qui croient à la loi internationale, à la Charte des Nations Unies, qui a vocation à garantir un peu de stabilité dans le monde et à réduire les risques de menaces, parce que soudainement, un pays guerrier, comme c'est le cas aujourd'hui de la Russie, décide de tenter d'envahir un pays de 40 millions d'habitants. L'intégrité du territoire, c'est évidemment l'intégralité du Donbass, mais c'est aussi la Crimée, Charles Michel. Et il n'y a pas de doute quant au fait que nous ne reconnaissons en aucun cas la présence de la Russie sur ce sujet-là. Du reste, à l'époque, des sanctions avaient déjà été prises. Et j'ai moi-même participé au long de l'Union européenne avec le soutien des 27 chefs d'État du gouvernement à cette plateforme pour exprimer le soutien de l'Union européenne à la Crimée comme partie intégrante de l'Ukraine. Vous l'avez entendu comme nous très récemment, Charles Michel, le patron de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dit « L'OTAN doit se préparer à une très longue confrontation avec la Russie ». Ça nous concerne évidemment nous aussi directement, et notamment parce que nous sommes les premiers voisins, nous Européens. Et ce faisant, il dit aussi il faut donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner. Il ne dit pas pour se défendre, il dit pour gagner. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que nous accélérions et que nous augmentions les envois militaires sans que Volodymyr Zelensky ait besoin de venir nous le demander comme il l'a fait ces derniers jours ? Mais c'est certain, c'est que on voit bien que les semaines et les mois qui viennent vont avoir un impact et seront peut-être même décisifs. On peut pas prédire ce qui va se passer, mais on redoute tout de même des accroissements de la violence au départ de la Russie, qui annonce des mobilisations supplémentaires de personnel militaire. Et donc c'est maintenant qu'il faut soutenir avec des capacités militaires l'Ukraine. Et c'était le sens, c'est vrai, de la visite de Volodymyr Zelensky à Bruxelles il y a quelques temps, pour mobiliser davantage de capacités militaires. Mais donc est-ce qu'on accélère, nous, les Européens, Monsieur Michel? Est-ce qu'on y va sur les avions, par exemple? Est-ce que, encore une fois, on pousse vraiment plus loin, au-delà de la défense, mais pour que l'Ukraine soit en capacité de gagner? La réponse est oui, nous poussons plus loin. Et du reste, si je prends l'exemple des munitions, je vois bien qu'il y a maintenant de plus en plus de soutien pour que l'Union européenne, ensemble, en solidarité, mobilise les industries européennes pour accélérer la production de munitions. C'est un des enjeux stratégiques pour l'Ukraine. Oui. S'agissant des tanks, vous avez vu les décisions qui ont été prises au départ de l'Union européenne. Ce sont des États membres qui ont pris ces décisions-là et qui ont d'ailleurs eu un impact sur les États-Unis. Et puis c'est vrai qu'il y a sur les défenses anti-aériennes et sur la question des avions, des questions qui sont posées. Je ne vais pas m'exprimer aujourd'hui publiquement sur le sujet. Mais on comprend bien que l'idée, c'est tout de même d'aider les Ukrainiens à se défendre, à repousser l'agression. Et encore une fois, il y a une clarté entre nous, Européens, et le président Zelensky. Il ne s'agit pas de livrer des armes pour attaquer la Russie, c'est de livrer des armes pour défendre le territoire ukrainien. Vous avez mis le doigt sur les stocks de munitions, Charles Michel, à l'instant. On a tous été étonnés de se rendre compte que finalement les stocks étaient épuisés. Ce que ça veut dire en creux quand même, c'est qu'on n'avait pas de stock pour une guerre de haute intensité et qu'on les a pas refaits à la vitesse où on aurait peut-être dû les refaire. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas voulu voir toute l'année qui vient de s'écouler là où nous sommes aujourd'hui? Oui, il y a deux points, je pense, pendant de très nombreuses années, et je ne parle pas des mois qui ont précédé cette guerre, il y a eu l'impression, dans un certain nombre de pays de l'Union européenne, que la défense était peut-être un peu moins une priorité. On avait l'impression qu'on bénéficiait des dividendes de la paix, et on voit bien qu'il y a cette nécessité d'être réaliste et donc de soutenir des capacités de défense et de sécurité pour nous protéger. Et puis certainement, la guerre a été extrêmement violente tout au long des derniers mois. Ça veut dire qu'il y a eu des consommations absolument massives d'armement tout au long des derniers mois, afin de permettre aux Ukrainiens de résister autant que possible. Charles Michel, en quoi diriez-vous que l'Europe a le plus fondamentalement changé en cette année ?
Alors, moi, ce qui me paraît tout à fait clair, c'est la défense européenne. Je pense que, de fait, aujourd'hui, la défense européenne est née, et elle est née dans les heures qui ont suivi cette agression. Moi, je n'oublierai jamais qu'il n'a pas fallu 48 heures, c'est assez extraordinaire, pour que nous décidions d'envoyer des armes à l'Ukraine. On n'a pas tremblé, on n'a pas été intimidé, et peut-être que cette défense européenne dont on parlait depuis très longtemps, elle est née avec cette guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, et on va continuer. Vous voyez que maintenant, il y a un consensus qui se développe pour produire et acheter ensemble des munitions. C'est un autre exemple extrêmement opérationnel qui va dans le sens d'une défense européenne. Et puis c'est vrai que sur le terrain politique, on comprend bien que cet acte de candidature de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie pour rejoindre l'Union européenne, nous devons prendre ça au sérieux. Et du reste, l'Ukraine a fait des progrès assez spectaculaires malgré la guerre tout au long des derniers mois. Et c'est en fait la traduction de l'espoir du peuple ukrainien de se tourner vers le modèle de la liberté, le modèle de la démocratie qui est le modèle européen. Une défense européenne, vous le disiez effectivement, qui a eu l'occasion d'avancer pendant toute cette année. Est-ce que vous direz qu'elle avance vite parce que nous avons vraiment la conscience du danger, nous savons ce que nous devons faire désormais nous, Européens? Est-ce que c'est aussi une manière de dire qu'il faut nous séparer de toute façon de la protection exclusive des Américains? Il ne s'agit pas du tout de se séparer de la protection des Américains. Il s'agit d'être un partenaire sur un pied d'égalité, et le temps sera d'autant plus robuste et d'autant solide que l'Union européenne est un partenaire solide sur le plan militaire, sur le plan de la défense. Ce sont des discussions qu'on a eues à de multiples reprises avec Joe Biden autour des derniers mois et même des dernières années. Et du reste, le président français Emmanuel Macron, avec d'autres, appelé depuis longtemps pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Il a fait ce plaidoyer dans son discours de la Sorbonne. Et on voit bien que depuis lors, l'Europe est en train de progresser jour après jour, et sans doute les circonstances nous forcent à accélérer le mouvement vers cette autonomie stratégique. Et la défense est un pilier, comme la question énergétique est un pilier, comme la question de la technologie est un pilier également. Est-ce que vous diriez que le centre de gravité de l'Europe a changé, en fait? Parce que longtemps, ce sont, j'allais dire, les 6 premiers, les Français, les Allemands, les Italiens, etc., qui faisaient office de locomotive et de poumon de l'Europe. Aujourd'hui, on a bien vu que la Pologne était en pointe, pas seulement d'ailleurs de par sa situation géographique. Aujourd'hui, on regarde plus vers l'Est, on regarde plus vers l'Est, on regarde vers les pays baltes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a basculé différemment aujourd'hui, nous Européens à 27? Non, moi je crois c'est plutôt le contraire qui se passe. En fait, ce qui s'est développé a consolidé de manière assez spectaculaire l'unité européenne. Et quand vous regardez avec un peu de recul ce qui s'est passé, on a eu avant le déclenchement de cette guerre la crise du Covid qui nous a forcé aussi à se rassembler pour gérer ensemble cette crise. Cette guerre nous frappe parce qu'elle a des conséquences économiques, des conséquences en termes d'inflation, en termes d'énergie. Et nous voyons bien qu'on serre les rangs. Et si on était capable depuis 1 an de déjouer le calcul du Kremlin, c'est bien sur le fait qu'on est resté absolument unis comme un roc, malgré le fait qu'il peut y avoir des nuances, des expressions différentes. Et regardez, en 1 an, ce sera bientôt le 10e paquet de sanctions qui sera décidé. Et ce sont des dizaines de décisions prises au niveau des chefs d'État et de gouvernement à l'unanimité pour soutenir massivement l'Ukraine. Est-ce que l'unité, vous allez me dire qu'elle est très loin de craquer? J'entends ce que vous me dites. En même temps, ce matin, dans la presse française, il y avait un sondage qui montrait que l'empathie des populations européennes, des opinions européennes liées notamment à une guerre qui dure, mais aussi les pénuries énergétiques qui vont avec, l'empathie est toujours là, mais il y a quand même une vraie érosion. Tous les pays dont le nôtre souhaitent toujours aider l'Ukraine, on était à 80% au début du conflit, on tourne autour de 60% un peu partout. Comment est-ce qu'il faut adresser cette érosion-là? Comment il faut continuer à dire à nos opinions? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudra faire ça, dire aux opinions publiques, on est obligé de continuer? D'abord, la première remarque, c'est que le soutien qui demeure très large pour l'action de l'Union européenne en soutien à l'Ukraine, c'est quelque chose qui est positif. Mais c'est vrai, vous avez raison, on doit rester extrêmement vigilant et continuer à expliquer ce qui est en jeu. Et ce qui est en jeu, c'est la sécurité de nos enfants. On comprend très bien que le mode de vie qu'on a pu développer sur le plan européen, avec de la liberté, de la démocratie, de la dignité, des protections sociales, et donc ce couple démocratie et prospérité, paix et stabilité, c'est ça qui est en jeu. Et c'est pour ça que je dis la défaite de l'Ukraine ne peut pas être une option, parce que sinon nous serions tous plus vulnérables, nous serions tous plus mis en danger. Et c'est pour cela que l'on doit sans relâche expliquer à nos citoyens quel est l'enjeu. Je crois que tous spontanément nous espérons le meilleur pour nos enfants, et on espère vraiment que l'on pourra leur céder le relais avec un monde qui sera stable, solide, en paix et en prospérité. Vous l'avez évoqué, il y a eu des demandes d'entrée. Ce sont des demandes groupées, évidemment. Il n'y a pas que l'Ukraine à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, par la force des choses, on sera 36 bientôt en Europe. Est-ce que déjà,
on songe à la manière d'intégrer les 8 prochains. Est-ce qu'on s'achemine vers une Europe qui pourrait être une Europe à 2 vitesses? Il y a cette fameuse communauté politique européenne qui avait été suggérée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt, là, dès maintenant, accélérer la refonte de notre fonctionnement institutionnel pour accélérer aussi, au fond, leur entrée à tous? Mais il y a plusieurs éléments en fait. D'abord, premier élément, il y a l'Union européenne qui déjà connaît différentes vitesses de fait. Vous avez la zone euro, tous les États ne sont pas membres de la zone euro, vous avez l'espace Schengen, donc il y a déjà cette réalité-là. Mais moi je pense qu'il faut essayer d'encourager à la plus grande intégration, la plus grande cohésion possible au sein de l'Union européenne. Et donc il y a ce processus d'élargissement qui est en cours avec les Balkans occidentaux, avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie. Et il y a 2 points qui me tiennent à cœur. Je pense que ces pays doivent sincèrement renforcer les réformes pour partager nos standards démocratiques, nos standards en termes d'état de droit, d'indépendance, de la justice, de gouvernance. C'est une première condition. Mais nous devons aussi faire notre devoir, nous, Union européenne, en réfléchissant à nos modes de décision. Parce qu'il est certain qu'une Europe avec plus de 30 États membres doit demeurer agile dans le processus de décision. Et donc, on n'échappera pas à regarder comment on veille à ce que nous puissions rester efficaces dans la capacité de conduire ce projet européen. Et puis la communauté politique européenne, c'est une autre dimension, parce que c'est un ensemble qui offre une plateforme politique extrêmement utile et nécessaire, mais y compris à des pays qui n'ont pas vocation à rejoindre l'Union européenne, des pays qui ne sont pas candidats et qui probablement ne seront pour certains jamais candidats à rejoindre l'Union européenne. Une toute dernière question, Charles Michel. Si une porte diplomatique s'ouvrait, on est loin de ça pour l'instant, mais si une porte s'ouvrait, croyez-vous qu'il faille la saisir, nous, Européens? Est-ce que c'est avec nous, Européens, que cette discussion doit avoir lieu? Mais il n'y a pas l'ombre d'un doute que nous sommes mobilisés sur le terrain politique et diplomatique. C'est la bataille que nous menons avec tous les États qui ont des doutes quant au fait de soutenir l'Ukraine et de condamner la Russie. C'est un premier point. Le président Zelensky a lui-même mis sur la table une initiative pour la paix, une formule de paix que nous soutenons. L'Union européenne soutient formellement, officiellement cette démarche. Et puis il est certain que ce qui sera en jeu à un moment donné, ce sont des discussions autour de la sécurité de l'Europe. Et donc il est évidemment naturel que l'Union européenne assume pleinement son implication afin de préparer à un moment donné, j'espère le plus vite possible, une capacité de définir plus de sécurité. Aller chercher les pays qui pensent différemment, vous l'avez dit, ce sera même l'objet demain de notre rendez-vous ukrainien dans Un jour dans le monde. Charles Michel, président du Conseil européen, je vous remercie beaucoup, vraiment. Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter. La suite ce soir, c'est Le bruit du monde, 1 an de vie en Ukraine, recueilli par les reporters de France Inter. Valérie Crova va nous emmener à Krozatcha Lopan, c'est tout près de la frontière russe, un village occupé très vite, libéré en septembre, mais vous verrez combien cette occupation est encore dans toutes les têtes. Et pour nous emmener jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. La Nouvelle-Zélande qui se relève doucement du passage du cyclone Gabriel. Les autorités sont toujours sans nouvelles de plus de 2000 personnes. Beaucoup sont privés d'électricité. Le choc des empires est en Russie ce soir avec vous, Sylvain Tronchet. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Fabienne, on va écouter la bande originale du pouvoir russe alors que se profile un nouveau meeting-concert avec Vladimir Poutine mercredi au stade Loujniki. Le chanteur patriotique est de nouveau à la mode à Moscou. Le Monde d'après, c'est Jean-Marc Four en direct de Kiev ce soir. Jean-Marc est toute la semaine. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à tous. Joe Biden était donc à Kiev aujourd'hui et le président américain a pu constater que pour les Ukrainiens, la guerre ne dure pas depuis 1 an, comme nous le pensons en Occident, mais bien depuis 9 ans. Allez, une note vocale de Caroline Gillet juste avant d'écouter Dak Daughters, un groupe féminin ukrainien qui s'est formé en 2012 et qui participe au mouvement de mobilisation et d'alerte pour le soutien de la culture ukrainienne. Avant cela, donc, voici Olga qui, dans sa dernière note vocale, raconte à Caroline Gillet les tout premiers jours, les tout premiers bombardements. Elle a finalement décidé de partir. Olga, elle est en France aujourd'hui. Il y a 1 an, c'était déjà une période très difficile. Parce que c'était une semaine avant l'invasion et on avait tous ce sentiment d'inévitabilité parce que on n'a pas voulu croire quand même qu'ils vont traverser la frontière, mais il y avait quelque chose dans l'air, tu vois, et c'était lourd. J'avais plusieurs amis qui se sont inscrits en cours de survie dans les circonstances difficiles. Comment faire quand il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de... Je me suis souvenue de ça ce matin, quand j'étais aussi inscrite avec mes amis et on a eu super peur d'y aller quand même parce que ça
Ça parlait des choses réelles et on n'a pas voulu admettre que ça pourrait toucher à nous. Mon frère ne me croyait pas, il disait que je paniquais. Mon mari disait ok, on doit avoir un plan A, plan B et plan C, mais il ne me croyait pas non plus. Et moi quand même j'ai fait un sac à dos d'urgence, j'ai fait des copies de mes documents, j'ai même acheté des petits trucs secs, des petits pâtes qui se préparent vite fait, tu sais. Chaque fois j'ai passé par l'appartement, j'ai regardé un peu partout en me demandant est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument que j'apporte avec moi. Et en fait, c'était pas grand-chose. Voilà, je devais raconter ça il y a un an, mais finalement on a pris que des anciennes photos, des documents, de quelques jouets préférés de Platon. Pas de cosmétiques, pas beaucoup de vêtements. Je pensais à tout comme quoi c'était le dernier. Genre, il y avait une sélection nationale pour Eurovision. On a regardé les chansons à la télé. Et je me disais que peut-être il faut quand même chanter plus haut et danser un peu avec la télé, avec l'enfant. Parce que peut-être il y aura plus d'occasion de le faire, tu vois. Je me souviens de ça, je me disais, on ne sait pas. Le bruit du monde, c'est même le chaos du monde toute cette semaine. 1 an de vie en temps de guerre en Ukraine. Le village où je vous emmène s'appelle Kozacha Lopan, c'est au nord de Kharkiv. C'est l'un des derniers villages ukrainiens avant la frontière russe. Il a été occupé et puis libéré en septembre dernier pendant l'offensive ukrainienne. Aujourd'hui, le village est toujours sous la menace russe et surtout ses plaies sont encore à vif. Le reste, c'est Valérie Crova qui raconte. Une fine couche de neige recouvre les rues de Kozacha Lopan. Rares sont les personnes qui s'aventurent dehors en cette matinée glaciale. Le village et ses environs comptaient 6000 âmes avant-guerre. La population est aujourd'hui de 1800 habitants. La région frontalière de la Russie a été désertée depuis 1 an.
Nous arrivons devant la mairie. L'entrée est barricadée par des sacs de sable. Nous avons rendez-vous avec la maire, Ludmila Vakulenko. On a été libérés, mais les tirs ne s'arrêtent pas malheureusement. Le bâtiment de la municipalité a été touché le 2 février. Quand vous entrez, vous pouvez le voir. Il y a eu une frappe et toutes les fenêtres qui étaient intactes ont été brisées. Chaque jour, il y a des frappes. Où ça va tomber, Dieu seul le sait. Des missiles Grad s'abattent régulièrement. Dans son bureau, Ludmila Vakulenko ne quitte pas son épaisse veste polaire. Le chauffage ne fonctionne pas dans le bâtiment de la mairie, devenu le bureau des plaintes des habitants qui viennent demander de l'aide et perdent parfois patience. La femme qui est venue tout à l'heure est probablement malade, probablement traumatisée par ce qui s'est passé ici. S'il n'y a pas de boîte de chauffage, les gens se tournent vers moi. S'il n'y a pas d'électricité, ils se précipitent chez moi. S'il n'y a pas de gaz, ils viennent me voir. C'est le quotidien de Ludmila Vakulenko, qui signe aussi des papiers pour autoriser les exhumations de personnes enterrées sur sa commune pendant les 200 jours de l'occupation russe. Si c'est une mort naturelle, il n'y a pas d'exhumation. C'est les personnes qui ont été tuées par des tirs ou des éclats d'obus. Alors ces personnes sont exhumées. C'est un crime de la Fédération de Russie contre notre pays. Les exhumations ont commencé en septembre et elles vont se poursuivre. 10 corps ont déjà été exhumés et il en reste encore. La procédure d'exhumation nécessite du temps. Un véhicule militaire traverse la ville. Il transporte un obusier. En septembre 2022, les soldats ukrainiens ont repris le contrôle de la région, jusqu'à la frontière distante de seulement 5 km. Sur l'avenue principale de Kozacha-Lopagne, un arbre attire notre attention. Des téléphones portables ont été cloués sur son écorce. Ce sont les Russes qui les ont accrochés. J'ai survécu à l'occupation. Je ne veux pas parler. Les langues ne se délient pas facilement. Nous entrons dans la pharmacie où une vieille dame vient récupérer des médicaments. Victor, le pharmacien, nous donne l'explication. Sous l'occupation, on ne nous permettait pas de parler au téléphone. Si les occupants attrapaient quelqu'un avec un portable, soit ils cassaient la carte SIM, soit ils clouaient l'appareil à cet arbre. Et s'ils trouvaient quelque chose de suspect à leurs yeux dans l'appareil, ils emmenaient les gens dans les caves. Certains ont été torturés. Des celles de torture comme celle que nous montre cet employé municipal, il y en aurait eu au moins 2 à Kozacha-Lopagne, dans des sous-sols, pour extorquer des aveux aux habitants qui donnaient des informations à l'armée ukrainienne. L'épicerie du village est devenue un point de rencontre pour toutes celles et ceux qui ne se déplacent pas. L'hiver, les routes sont mauvaises et la gare n'est pas en état de marche. Nous croisons dans l'épicerie Nikolai Petrovitch, chapka sur la tête. Nikolai cherche dans son portable des photos de ses 2 petits-fils qui sont partis combattre sur le front, dans le Donbass. Pense-t-il qu'une réconciliation soit possible avec les voisins russes si demain la paix devait revenir? Il va falloir plusieurs décennies. C'est très difficile d'oublier parce qu'ils détruisent tout. Ils tuent nos proches, nos enfants. Vous comprenez, on ne peut pas effacer ces pertes. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Mes parents ont connu le cauchemar de la Deuxième Guerre mondiale. On sait ce qu'est le fascisme. 1 an après le début de la guerre, Kozacha-Lopagne, pourtant libéré de ses agresseurs, pense ses plaies difficilement. Tout le monde ici craint une nouvelle offensive de la Russie voisine. Avant de repartir, Victor, le pharmacien, nous délivre un message. Donnez plus d'armes à notre armée et avec ça nous gagnerons. Un message, ou plutôt une supplique. Sur laquelle nous reviendrons tout au long de cette semaine. Valérie Krova et 1 an de vie en Ukraine dans le village de Kozacha-Lopagne. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est toute l'actualité internationale qui passe un peu sous le radar cette semaine et c'est Kevin Dufresne.
6,517 people are still unaccounted for. Et nous sommes en Nouvelle-Zélande, Kevin, où le gouvernement présente son plan d'action une semaine après le passage du cyclone Gabrielle. Oui, l'homme que vous entendez, c'est Chris Hipkins, le Premier ministre néo-zélandais, en conférence de presse ce matin, le ton grave, en rappelant que les inondations et les glissements de terrain ont fait au moins 11 morts et que la police cherche toujours à joindre plus de 2000 personnes qui n'ont pas donné de signe de vie depuis une semaine. Elles se trouvent dans la partie nord du pays pour la plupart d'entre elles, où 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité et donc de téléphone. L'état d'urgence est prolongé d'une semaine. C'est seulement la 3e fois de l'histoire qu'il est utilisé en Nouvelle-Zélande. Chris Hipkins, accompagné pour cette conférence de presse de son ministre des Finances, Grant Robertson, qu'il a nommé ce matin ministre en charge de la reconstruction. Nous avons beaucoup de travail, insiste-t-il, annonçant une aide de 300 millions de dollars néo-zélandais tout de suite, tout en disant d'ores et déjà que ça ne suffira pas. La reconstruction coûtera des milliards de dollars, dit Grant Robertson. Au Pérou, le gouvernement contesté réfute les accusations de racisme. Il n'existe au Pérou ni une politique de violation massive des droits de l'homme, ni ce qui a été qualifié de racisme systémique dans les actions des autorités. Ça, ce sont les mots du ministère de la Justice péruvien dans un communiqué hier soir en réponse à un rapport accablant publié en fin de semaine dernière par Amnesty International. L'ONG affirme que dans sa répression des manifestations anti-gouvernementales en cours depuis plus de 2 mois, les autorités ont agi, je cite, avec un parti pris raciste marqué, signe du mépris pour la population indigène et paysanne. 48 civils sont morts depuis le début de la contestation, principalement dans les régions du sud du pays, rurales. Et ce qu'on entend ici, ce sont majoritairement des indigènes qui se mobilisent. Là, c'était il y a 10 jours pour réclamer la démission de la présidente Dina Boluarte, elle qui a remplacé le président élu du Pérou, Pedro Castillo, dans lequel beaucoup de Péruviens se reconnaissaient, puisqu'il est indigène, issu d'un milieu pauvre et rural, enseignant de profession. Le ministère de la Justice affirme que le gouvernement est conscient que la lutte contre la discrimination est l'un de ses plus grands défis et rappelle que des enquêtes sont ouvertes concernant certains manifestants tués et certaines de ces enquêtes visent les forces de l'ordre. Et puis des adieux déchirants aux zoos, ça se passe au Japon. Oui, on est au zoo d'Ueno à Tokyo. Quelques visiteurs prennent des photos et disent un dernier au revoir et merci à Xiang. Cette femelle panda est née ici à Tokyo il y a 6 ans, sauf qu'elle et 3 autres de ses congénères noirs et blancs sont en partance. Ils rentrent en Chine, leur pays d'origine. 2500 personnes seulement tirées au sort ont pu saluer Xiang, mais des milliers d'autres se sont pressés aux entrées du zoo, certaines en pleurs. Et oui, les pandas étaient au Japon des superstars. La Chine récupère donc ces animaux parce qu'elle ne les donne pas, on le sait, elle les prête parce que ces animaux sont pleins de symboles. Fabienne, la Chine s'en sert pour renforcer ses liens avec d'autres pays, c'est ce que l'on appelle, je vous le donne en mille, la diplomatie du panda. Et oui, Kevin Dufresne, merci beaucoup. On se retrouve demain. Kevin, vous partez avec Oliver Sim, Run the Credits. C'est le premier album solo du chanteur et bassiste du groupe The Excess. Every story is told in 3 parts. Know the middle and I can remember the start. I'm not scared by the man holding the knife, but nothing's more terrifying than that look in your eyes. Psycho killer in a romantic comedy, closing scenes of a decade-long trilogy. Run the credits, let them rain on me. Even Romeo dies in the final
some Buffalo Bill. I'm Patrick Bateman. Oliver Sim, Run the Credits. Sylvain Trochet nous attend à Moscou. France Inter. Un jour dans le monde. Le choc des empires ce soir est en Russie, est tellement dans le thème puisque Vladimir Poutine doit donner demain son grand discours devant les deux assemblées et surtout, Sylvain, il est aussi au meeting-concert du lendemain, mercredi. Et là, c'est vraiment l'occasion d'écouter la bande-son du pouvoir russe. Oui, parce que le discours du chef, suivi d'un meeting-concert, c'est désormais la figure imposée du pouvoir russe. Mercredi, donc, direction Loujniki, le grand stade moscovite, qui sera probablement plein à ras-bord, rempli par les ultras du pouvoir, mais aussi à grands coups d'invitations, incitations distribuées dans les entreprises publiques, dans les universités. On sait même que certains toucheront un petit billet de 500 roubles, 6 € environ, pour venir écouter les discours, donc, mais aussi la musique, les chanteurs patriotes mobilisés pour l'occasion, comme Oleg Gazmanov, qui est souvent de ces rendez-vous avec son tube Sdirlan VSSR, qu'il chantait à Loujniki précisément en mars dernier, pour célébrer les 8 ans de l'annexion de la Crimée. Voilà, ça dit Ukraine, Crimée, Biélorussie, Moldavie, c'est mon pays. Alors, c'est une chanson qui a une vingtaine d'années. Oleg Gazmanov assure qu'il n'avait aucune intention belliqueuse là-dedans, mais forcément, chanter ça en pleine guerre en Ukraine et alors que la Moldavie dit craindre un coup d'État soutenu par la Russie, difficile de ne pas y entendre un hymne à l'annexion et à la reconstitution de l'Empire quand le public reprend en chœur. Je suis né en Union soviétique, j'ai été fabriqué en URSS. Cette chanson retrouve une seconde jeunesse et elle dit beaucoup finalement de la façon dont certains Russes ont toujours considéré que l'Ukraine, notamment, n'est pas un pays et que la Russie y a des droits légitimes, ce qui éclaire évidemment la situation actuelle. Alors j'ai peur de connaître la réponse, mais comment a été reçue cette chanson dans les ex-républiques soviétiques ? Très mal, forcément très mal. Oleg Gazmanov a rapidement été déclaré persona non grata dans les États baltes, en Ukraine, et il est maintenant aussi sous sanctions européennes, tout comme le chanteur préféré de Vladimir Poutine, j'ai nommé Nikolai Rastorgouyev, qui promène lui aussi son vieux tube dans les meetings-concerts d'Avaïza. Voilà, vous savez quel genre de musique aime le chef de l'État russe. C'est une chanson qui évoque la guerre en Tchétchénie et qui rend hommage aux parachutistes. Vladimir Poutine adore. Et il n'y a pas que des vieilles gloires de la chanson. Dans ces rassemblements patriotiques, il y a notamment Shaman, la trentaine, finaliste de Golos, The Voice, en Russie, et qui a sorti cet été ce tube. Voilà, ça s'appelle Ya Ruski, vous avez compris, je suis russe, en dépit de ce qu'en pense le monde, et je vais jusqu'au bout. Tout un programme. Dans son dernier clip, Shaman fait même couper ses dreadlocks par un pop orthodoxe. Oula. Sa coiffure était jugée un peu trop occidentale par la frange la plus nationaliste de ses fans. Mais alors Sylvain, est-ce que toute la scène musicale est derrière le pouvoir russe ? Non, évidemment, vous vous doutez bien que non, loin de là. Mais la réalité, c'est que ceux qui ne soutiennent pas la guerre aujourd'hui n'ont plus voix au chapitre. Plusieurs groupes ou chanteurs qui avaient eu le malheur de tenir des propos un peu trop pacifistes ont vu leur concert en Russie mystérieusement annulé ces derniers mois. Le pouvoir classe à tour de bras agents de l'étranger les chanteurs ou les chanteuses comme Zemfira, vraie star de la chanson russe qui a fui en France. Ses fans l'écoutent toujours, mais plus en public. Sylvain Trochet et le choc des empires avec la playlist de Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Sylvain. Fabienne Synthèse, Ukraine, 365 jours de guerre. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four, et toute la semaine. Vous êtes donc à Kiev, où s'est rendu aujourd'hui Joe Biden en visite surprise, sa première visite sur place depuis le début de la guerre, il y a donc 1 an vendredi. Mais ce qui vous frappe, c'est que du point de vue ukrainien, la guerre n'a pas 1 an, comme on dit en Occident, elle est vieille de 9 ans. Et le président américain a pu le constater aujourd'hui, c'est votre monde d'après.
Oui, à son arrivée sous un beau soleil en fin de matinée tout à l'heure, Joe Biden s'est d'abord rendu avec Volodymyr Zelensky devant le mur mémorial qui rend hommage aux victimes de la guerre le long du magnifique monastère Saint-Michel au Dôme d'Or, l'un des bâtiments les plus célèbres du centre de Kiev. Ils ont marché ensemble quelques minutes devant ce mur. L'image a fait le tour du monde depuis tout à l'heure. Mais quel visage voit-on sur ce mur ? Avant tout les victimes de la guerre du Donbass, cette guerre d'usure qui a démarré dès 2014. Une photo pour chaque victime et des fleurs, des bougies en hommage. Parce que oui, pour les Ukrainiens, le conflit n'a pas démarré il y a un an. Il y a un an, il s'est accéléré, il a pris une toute autre ampleur bien sûr. Mais il dure depuis 9 ans, depuis l'invasion de la Crimée au sud et le séparatisme avec l'appui des troupes de Moscou d'une partie du Donbass à l'est. Entre 2014 et 2022, ce conflit de basse intensité n'a jamais cessé. Il a fait 14 000 morts, 35 000 blessés et les accords dits de Minsk II n'ont jamais réussi à ramener la paix au-delà de cessez-le-feu précaires sans cesse rompus. C'est donc là en 2014 que la guerre a commencé. C'est à partir de là que la société civile ukrainienne a commencé à s'organiser. À partir de là que le rejet de la Russie a commencé ici à gagner du terrain. Vu de Kiev, ces événements de 2014 étaient le signe avant-coureur des intentions de Poutine et l'Occident ne les a pas suffisamment pris au sérieux. Voilà ce que dit le lieu emblématique visité tout à l'heure par Joe Biden. Et alors, 2014, Jean-Marc, il y a 9 ans, c'est aussi en Ukraine le symbole de la lutte pour la démocratie. Et là encore, petite erreur d'interprétation sur la signification des dates commémoratives. Je m'explique. Vu d'Occident, on se dit que Joe Biden est venu aujourd'hui à Kiev parce que nous sommes presque un an après le début de la guerre, le 24 février 2022. Mais aujourd'hui, nous sommes le 20 février et pour un Ukrainien, cette date renvoie à un autre événement. Le 20 février, c'est le jour en 2014 de la répression ici des manifestants pro-démocratie et pro-européens place Maïdan. Plus de 100 morts sur la place. Et dans la foulée, la fuite du président pro-russe de l'époque, Viktor Yanukovych, le 21 février. Ces événements sont appelés ici Révolution de la liberté ou Révolution de la dignité. Ils sont le vrai moment de la bascule de l'Ukraine vers l'Europe et aussi le déclencheur de la prise de contrôle de la Crimée par la Russie. Pour un Ukrainien, la visite de Joe Biden un 20 février, c'est donc un hommage aussi au soulèvement de 2014, à la lutte pour les valeurs démocratiques. L'administration américaine y a forcément pensé en choisissant, dans le plus grand secret, la date de cette visite surprise, juste avant un déplacement en Pologne. C'est une façon de reconnaître que le combat ukrainien dure depuis 9 ans, pas depuis un an, et une façon aussi pour le président américain de se poser en leader de la démocratie. Alors le fait, Jean-Marc, que pour les Ukrainiens, la guerre, en fait, est 9 ans, ça change quoi ? Ça change plein de choses. D'abord, ça explique en partie pourquoi les Ukrainiens ont si bien résisté depuis un an. Ils s'étaient préparés militairement et psychologiquement. On comprend mieux pourquoi l'Ukraine a réussi à mobiliser de l'ordre de 700 000 réservistes. Et pourquoi l'Ukraine a su repousser l'offensive russe en adaptant sa stratégie militaire. Beaucoup de mobilité, beaucoup de latitude accordée aux unités de terrain. Ça explique aussi pourquoi ici, Volodymyr Zelensky n'est pas le seul héros. Il n'est au pouvoir que depuis 2019. Par exemple, le chef d'état-major, le général Valéry Zaloujny, inconnu en Occident, fait l'objet de toutes les louanges ici. Et où a-t-il acquis sa compétence ? Je vous le donne en mille. En dirigeant une brigade blindée dans la guerre du Donbass en 2014. Et puis cet état de fait, la guerre dure depuis 9 ans et non un an, cet état de fait aide à comprendre les revendications de l'Ukraine, récupérer l'intégralité de son territoire, celui de début 2014, celui que lui reconnaît le droit international. Il y a 9 ans, l'Ukraine possédait 100% de son territoire. Il y a un an, elle n'en contrôlait déjà plus que 93%. Au plus fort de l'avancée russe au printemps dernier, 75%. Aujourd'hui, c'est à peu près 82%. 18% du sol ukrainien aux mains de Poutine. Malgré les échecs de l'armée russe, le territoire légal de l'Ukraine s'est donc bien réduit depuis un an et réduit depuis 9 ans. Vu de Kiev, c'est ça le seul décompte valable. Jean-Marc Fourreux à Kiev, que l'on retrouve évidemment et toute la semaine. Jean-Marc, merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.